Bonjour les amis, je m'appelle Maxence, j'anime depuis peu une page dédiée à une approche naturelle et holistique de la santé. Cette page s'appelle Vitaletheia, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors la santé holistique, ça veut dire ce qui prend en compte l'individu comme un tout. Aussi bien son physique, sa sphère psycho-émotionnelle, son environnement, son histoire et bien plus encore. Alors de mon côté, j'ai fait des études de médecine naturelle, ou on peut appeler ça naturopathie. Ces études, je les finirai à la fin de ma vie parce qu'on on apprend sans cesse. Et puis aussi, plus récemment, je me suis orienté vers une pratique qu'on appelle somatique, c'est-à-dire qui concerne le corps, mais pas seulement, puisqu'elle agit aussi grandement sur la sphère psycho-émotionnelle. Alors mon intention principale ici, c'est de partager avec vous des informations qui me semblent pertinentes, voire même essentielles, concernant ce qui affecte la santé d'une manière ou d'une autre, et cela en vue de recouvrer et ou fortifier cette santé. Alors la santé mentale, la santé psychique et physique bien sûr. La santé, qu'est-ce que c'est? C'est le mode par défaut de l'être humain. Et cela me semble important de souligner parce que ça nous aide tout simplement quand on est en santé à vivre, à mon sens, l'expérience humaine de la manière la plus belle et la plus fertile possible pour plus d'harmonie avec soi-même et son prochain. Alors il y a une citation que j'aime bien de Monsieur Tilden, c'est « La connaissance est le pouvoir, la connaissance de la santé donne le plus grand pouvoir ». Alors il ne s'agit pas de pouvoir de prise de contrôle, de domination sur l'autre, mais de pouvoir en termes de création, de fertilité, de découverte, voilà, d'autonomie, de responsabilité. Il s'agit de ce pouvoir-là. Alors passons au vif du sujet. Le livre que je vais vous présenter est une œuvre majeure. C'est en quelque sorte une pierre angulaire qui nous permet de mieux saisir ce que signifie l'électricité dans le cadre du vivant. C'est un livre qui contient environ 565 pages, dont environ 150 sont la bibliographie. C'est un travail remarquable qui reprend la plupart des découvertes concernant ce domaine qu'est l'électricité, et ce depuis environ 1750. J'ai lu ce livre pendant le premier confinement et il me semble capital de prendre connaissance de cette œuvre parce qu'elle permet de prendre conscience de ce qu'est l'électricité et ses dérivés sur le vivant, afin de ultérieurement se questionner et faire des choix en conscience et de manière responsable. C'est donc ici mon intention, c'est à travers le résumé informatif de cet ouvrage que je vais vous délivrer, le but c'est d'augmenter nos connaissances sur cette substance électrique et ses dérivés, afin de, comme je vous disais, mieux saisir ce que cela représente pour notre santé et celle de nos proches. Je remercie d'ailleurs au passage Alice, enfant de la Belle Verte, c'est grâce à toi que j'ai pris connaissance de ce livre. Merci beaucoup. Alors cet ouvrage s'appelle The Invisible Rainbow. L'auteur est Arthur Firstenberg. Thank you very much for the accent. Il est un scientifique et journaliste quelque part à l'avant-garde de la démolition de ce tabou concernant l'innocuité des champs électromagnétiques sur le vivant, même si évidemment beaucoup d'autres avant lui l'ont fait, mais d'une manière synthétique comme elle est effectuée dans ce livre, c'est une première. À noter que le titre se réfère à l'ensemble du spectre électromagnétique comprenant les couleurs de l'arc-en-ciel, mais également toutes les fréquences invisibles, comme le sont les radiofréquences ou les champs générés autour des fils conducteurs. Alors, Mr. Firstenberg est diplômé en mathématiques de l'université de Cornell et il a fréquenté l'université de Californie qui s'appelle Irvine School of Medicine de 1978 à 1982, des études qu'il a dû interrompre à cause de séquelles subséquentes à une dose excessive de rayons X. Depuis, il s'est consacré à la recherche, à la consultation comme auteur et comme orateur dans le domaine des effets environnementaux des radiations électromagnétiques. Alors pour cette première partie du podcast, je vous introduirai déjà au prologue de ce livre ainsi qu'à son premier chapitre. Je m'arrêterai là pour le premier épisode, afin que la compréhension soit plus digeste. Effectivement, il y a beaucoup d'informations dans cet ouvrage et je dois avouer que la synthèse n'en est pas aisée. D'ailleurs, je remercie Monsieur Sostenberger, il a produit un résumé en français de ce livre, qui n'existe d'ailleurs, à ma connaissance, qu'en version anglaise jusqu'à présent. Voilà, donc je vais m'appuyer sur son résumé que j'ai étoffé, et voilà. J'espère que vous apprendrez des choses. Alors détendez-vous,
activez le mode avion, prenez peut-être un petit carnet de notes, réglez le volume, c'est parti, on y va. Il était une fois un arc-en-ciel visible posé dans le ciel après une tempête. Un arc-en-ciel visible qui représentait toutes les couleurs existantes. Notre Terre fut construite ainsi. Nous avons au-dessus de nous une couverture d'air qui absorbe les ultraviolets, ensemble avec tous les rayons X et gamma venant de l'espace. La plupart des ondes longues que nous utilisons aujourd'hui pour les communications radio étaient autrefois également absentes. Ou plutôt, elles étaient présentes, mais en quantité infinitésimale. Elles nous venaient du soleil et des étoiles, mais avec des énergies 1 trillion de fois plus faibles que la lumière qui nous vint également des cieux. Si faibles étaient les ondes radio cosmiques qu'elles seraient invisibles. Ainsi la vie ne développa aucun organe pour permettre de les voir. Les ondes encore plus longues, les pulsations de fréquences basses issues des éclairs sont aussi invisibles. Quand un éclair éclate, l'air est temporairement rempli par ces dernières, mais elles disparaissent aussi rapidement. Son écho, se réverbérant tout autour du monde, est 10 milliards de fois plus faible que la lumière nous venant du soleil. Nous n'avons jamais développé d'organes pour voir cela non plus. Mais nos corps savent que ces couleurs sont là. L'énergie de nos cellules qui murmurent sur une plage de fréquences radio est infinitésimale, mais nécessaire pour la vie. Chaque pensée, chaque mouvement que nous faisons nous entoure de pulsations à basse fréquence, murmures tout d'abord repérés en 1875 et qui sont aussi très nécessaires à la vie. L'électricité, cette substance que nous envoyons dans nos fils et qui se propage dans les airs sans penser, fut identifiée autour de 1700 en tant que propriété de la vie. C'est seulement plus tard que les scientifiques l'extrairont et animeront des objets inanimés, ignorant, parce qu'ils ne le pouvaient savoir, ses effets sur le monde vivant. Elle nous entoure aujourd'hui, de toutes ses couleurs, à des intensités qui rivalisent avec la lumière du soleil. Mais nous ne pouvons la voir, car elle n'était présente au commencement de la vie. Nous vivons aujourd'hui en présence de maladies dévastatrices qui ne sont pas d'ici, dont l'origine est inconnue, dont la présence ne pose même plus question et que nous avons accepté. Vivre sans ces maladies est un état de vitalité que nous avons complètement oublié. Les troubles d'anxiété, touchant 1/6 de l'humanité, n'existaient pas avant les années 1860, quand les fils de télégraphe commencèrent à encercler la Terre. Aucune allusion à cela n'a paru dans la littérature médicale avant 1868. La grippe, l'influenza, connue sous sa forme actuelle, apparut en 1889, au moment du courant alternatif. Elle est toujours là, comme un membre de la famille. Si familier que nous avons oublié qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Beaucoup de ces médecins qui furent inondés par cette maladie en 1889 n'avaient jamais vu un seul cas de grippe auparavant. Avant les années 1860, le diabète était si rare que peu de médecins ne virent pas plus d'1 ou 2 cas durant leur vie. Le diabète aussi a changé de caractéristiques au cours du temps. Les diabétiques furent autrefois squelettiques. Les gens obèses ne développèrent jamais cette maladie. Les maladies cardiaques étaient autrefois placées au 25e rang des maladies les plus communes, derrière la noyade accidentelle. C'était une maladie contractée par les enfants et les vieillards. Il était alors exceptionnel pour un autre type de population de contracter une maladie de cœur. Le cancer était également rarissime. Même le tabagisme, dans les temps non électrifiés, ne causait pas de cancer des poumons. Il s'agit de maladies de civilisation que nous avons aussi infligées à nos voisins les animaux et les plantes, maladies avec lesquelles nous vivons en concubinage, tout cela à cause du refus de reconnaître cette force que nous avons jusqu'alors exploitée pour ce qu'elle est vraiment. Le courant à 60 cycles se propageant dans nos maisons, les fréquences ultrasoniques de nos ordinateurs, les ondes radio de nos téléviseurs, les micro-ondes de nos téléphones portables, ceux-ci sont les distorsions de l'arc-en-ciel invisible qui parcourt nos veines et nous fait vivre. Mais nous avons oublié. Il est temps de se souvenir. Partie 1, chapitre 1. Capturé dans une bouteille. En 1746, les premières découvertes liées à l'électricité virent le jour en Europe, puis quelques années plus tard en Amérique.
L'expérience de Leyden consistait à mettre en évidence le fluide électrique grâce au frottement de la main sur un globe de verre mis en rotation rapide. L'enfant prodige était arrivé, et tout le monde occidental se rua pour assister à ses performances. Toutefois, déjà, certains mirent en garde contre cet enfant terrible, et sa capacité à vous voiler la respiration, faire bouillir votre sang et vous paralyser. L'électricité statique produite faisait grande impression dans les écoles, les foires et chez les particuliers qui avaient les moyens financiers d'acquérir ce dispositif de la bouteille de Leyden. C'est en fait l'ancêtre du condensateur. Cette bouteille de Leyden produisait des arcs électriques, des électrocutions passagères. L'engouement était total, universel. Le phénomène de mode était tel qu'il était mal vu de penser que cette électricité pouvait être dangereuse, bien que les électrocutions produisaient céphalées, saignements de nez, fatigue chez certains expérimentateurs ainsi que chez les animaux utilisés dans les tests. Les messages de mise en garde de certains scientifiques toucha le grand public à demi-mot seulement. Malgré le fait que des gens pouvaient temporairement être blessés, ou de manière permanente, voire même tués, toutes ces alertes se perdirent dans l'excitation générale. Perdues pas seulement, mais aussi bientôt ridiculisées, non crues et puis oubliées. À Versailles par exemple, en présence du roi, l'abbé Jean-Antoine Nollet, un théologien reconverti en physicien, électrifia une compagnie de 240 soldats de la garde française ainsi qu'une communauté de moines d'un monastère carthusien à Paris. Ce type d'expérience devint si populaire que le public se plaignit peu à peu de ne pas avoir le plaisir de s'offrir un petit choc électrique sans devoir faire la queue ou passer par un médecin. La bouteille Ingenhouse fut ainsi créée, un mécanisme électrifiant portable à prix modéré, inséré dans une boîte élégante. Il s'agissait d'une bouteille de Leyden portable. La société était donc prise d'électromania, et les plus fervents à se faire électrocuter en bonne compagnie, entre deux coupes de champagne, commencèrent à percevoir des symptômes néfastes. Dans le même temps, les établissements médicaux s'équipèrent de la bouteille de Leyden à des fins d'expérimentation médicale. Effectivement, partout en Europe fleurissaient des praticiens d'électricité, dont beaucoup étaient sans formation médicale. À cet effet, en 1779, le médecin londonien James Graham écrivit « Je tremble d'appréhension pour mes compatriotes quand je vois dans presque chaque rue de cette métropole un barbier, un chirurgien, un arracheur de dents, un pharmacien, ou un banal mécanicien reconverti en opérateur électrique. » Ainsi naquit au XVIIIe siècle un tout nouveau domaine de connaissances concernant les effets biologiques de l'électricité sur les gens, les plantes, les animaux, connaissances qui étaient alors bien plus vastes que celles de nos médecins contemporains qui voient au quotidien des patients atteints de l'effet de l'électricité sans même les reconnaître, et qui pour la plupart ignorent jusqu'à l'existence de ces connaissances. Ces informations étaient à la fois formelles et informelles, rédigées sous forme de correspondance, de comptes rendus inscrits dans des journaux, magazines, des revues et traités médicaux. Au début des années 1740, 10% de tous les articles publiés dans la revue Philosophical Transactions étaient liés à l'électricité. Dans la dernière décennie de ce siècle, pratiquement 70% de tous les articles du prestigieux Latin Journal Commentari de rebus in scientis naturali et medicina gestis étaient liés aux usages médicaux et sur les effets de l'électricité sur les humains et les animaux. Mais l'écluse fut dorénavant ouverte en grand, et un torrent d'enthousiasme concernant l'électricité allait se répandre sur les siècles à venir, balayant sur son chemin la plupart des mises en garde, les réduisant à de simples notes de bas de page dans l'histoire des inventions. Alors voilà pour le résumé du premier chapitre. Merci d'avoir suivi ce premier épisode. Likez et partagez si vous avez trouvé ça intéressant et si le cœur vous en dit, bien sûr. Alors moi, je pense que c'est important de partager ce contenu personnellement. Dans le résumé du chapitre suivant, nous passerons en revue de manière plus précise des expérimentations de l'électrothérapie qui ont eu lieu tout au long du XVIIIe et XIXe siècle, et nous verrons les multiples observations faites par plusieurs médecins à cet effet. Pour finir, je vous laisse avec un petit extrait du second chapitre du livre. La seule préoccupation de la science aujourd'hui est de garder le niveau d'exposition de l'humain en dessous d'un niveau qui cuit vos cellules.
L'effet de l'électricité non létale est une chose que la science mainstream ne cherche plus à savoir. Mais au XVIIIe siècle, les scientifiques ne posèrent pas seulement des questions, mais commencèrent à fournir des réponses. Merci et à la prochaine. Ciao ciao.